Je vais maintenant me tourner vers Bruno Perrin pour qu'il nous rejoigne. Et le temps qu'il arrive, nous allons lancer une petite vidéo sur les micro-paiements. Bruno, venez donc là, vous verrez cette vidéo d'ici. Asseyez-vous. Fini les kiosques et les vendeurs de rue? À l'heure où la consultation d'informations sur le net explose, les supports techniques se multiplient et rendent l'info immédiate, réactive et gratuite. En Europe, le papier serait déjà supplanté par la lecture en ligne. Mais la migration sur le web pose de sérieux problèmes. Prenons l'exemple du Washington Post. Entre 2006 et 2007, pour chaque dollar de recettes en ligne, il en perdait 4 sur son activité papier. Un an plus tard, cet écart est passé à 15 $. Le New York Times, qui était passé au tout payant en 2005, y a renoncé 2 ans plus tard. L'habitude de la gratuité est si ancrée que les internautes refusent de s'acquitter d'une participation financière. Seulement, produire de l'information coûte cher, et la seule vente d'encarts publicitaires ne suffit pas à compenser les dépenses. Alors pourquoi ne pas envisager un service d'articles vendus, non plus sur abonnement, mais à la pièce ? Ce système de micro-paiement, ayant déjà fait ses preuves avec iTunes pour la musique, séduit aujourd'hui plusieurs journaux. Un article de fond sur l'économie chinoise, le portrait d'un artiste plasticien, un reportage sur le Moyen-Orient. Quel que soit le titre qui propose ce contenu, avec ma tablette, je l'achète où je veux et quand je veux. Mais quelle somme l'internaute sera-t-il prêt à débourser pour un article ? Si le journalisme de qualité n'est pas bon marché, comme le rappelle sans cesse Robert Murdoch, sait-on exactement combien il vaut ? 2, 10 ou 50 centimes de dollars ou d'euros ? Un bon lecteur ne doit pas payer son journal virtuel plus cher que sa version papier. La démarche des groupes de presse devra être collective et synchronisée. Il faudra contrer les séductions d'une information peu exigeante offerte comme produit d'appel. Sur Internet se rejoue la bataille menée contre les gratuits distribués dans toutes les métropoles de la planète. Alors oui, il est probable que le micro-paiement soit l'une des voies que devra emprunter la presse pour survivre. Ce ne sera sans doute pas la seule. Il faudra se battre sur tous les fronts. Bruno, vous avez une expérience dans l'univers des médias qui remonte à quelques années. Hein. Vous avez blanchi sous le harnais, perdu quelques cheveux. Le vôtre. Mais vous avez en même temps une expérience, une expertise assez unique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des associés de Ernst & Young, tout à fait remarquable par ses qualités, son jugement et son expérience. Je pense que l'introduction de la vidéo était une bonne préparation à la présentation de l'étude que vous allez faire. Merci. Merci Maurice. Donc, quand il y a un an, l'idée de cette étude liant micro-paiement et médias numériques nous a semblé à l'équipe du Forum d'Avignon et Ernst & Young pertinente, il n'était pas encore clair que ce sujet serait au cœur des stratégies de nombreux acteurs du secteur. Nous allons donc voir ensemble ce que représente cette opportunité considérable, les difficultés qu'il y a à surmonter et les conditions de succès. Il n'échappe à personne que, dans cette salle, que le numérique est là. Compte tenu des différentes technologies pour disposer du haut débit selon les continents, chez Ernst & Young, nous mesurons la pénétration combinée du haut débit sur le fixe et le mobile 3G. L'indice 1 est atteint lorsqu'un foyer possède les deux technologies. Sur le graphique, vous avez la courbe grise qui représente les États-Unis, avec une très forte croissance de 2006 à 2009, puis une espèce de saturation autour de 80% à partir de 2010. Vous voyez sur la deuxième partie du graphique, le monde en cumule, la croissance se fait sous l'effet des pays émergents de 2009 à 2012. Comme le broadband sera mobile dans les pays émergents, en 2014, Nathalie Coussiot-Morozet nous a dit que c'était en 2012 pour la France, en 2014, l'Internet mobile dépassera l'Internet fixe au niveau mondial. Et l'on sera dans la situation du anytime, anywhere, et heureusement ou malheureusement, anything. Il est clair que la croissance des fonctionnalités du haut débit, combinée avec la croissance du marché, représente une énorme opportunité. Afin de mieux appréhender le potentiel de développement du micro-paiement, il est important de comprendre comment les consommateurs interagissent
dans les différents secteurs de l'industrie des médias. Dans le micro-paiement, il y a une stratégie de monétisation différenciée pour chaque secteur des médias et de la culture, selon que l'expérience soit un peu plus collective ou un peu plus individuelle. Je vais prendre deux exemples. L'exemple des musées. Maintenant que l'on peut, au musée Jacques-Marandré, par exemple, télécharger pour 75 centimes d'euros la visite guidée, le musée a la possibilité d'économiser sur la gestion des audiophones et surtout, le spectateur aura un produit de meilleure qualité et quand il rentrera chez lui, il pourra montrer à ses enfants ou à ses amis ce qu'il a vu, partager et inciter des gens à venir au musée. Dans la presse, dont on a parlé un peu avant, le New York Times d'ailleurs a décidé de repasser au payant, troisième tentative. Beaucoup de groupes vont du gratuit vers le payant, mais je dirais c'est sans certitude. Ils ont laissé sortir le génie de la bouteille en offrant gratuitement leur contenu. Il faut maintenant le faire rentrer. Et donc, ils réfléchissent à différents modes de revenus. D'abord, du gratuit, comme le fait avec beaucoup de succès le Figaro, où ils bénéficient de l'audience publicitaire. Ensuite, du gratuit qu'ils rattachent à un identifiant. C'est-à-dire, vous donnez votre identifiant, vous donnez un peu de votre identité, et vous allez recevoir de la publicité ciblée. Ensuite, du payant au contenu ou par jour, qui ressemble beaucoup à du micro-paiement pour des sommes très faibles. Puis du payant, correspondant à des abonnements, qui sont de plus en plus chers selon la qualité du service. Le Times vient d'annoncer, la semaine dernière, qu'ils avaient 100 000 abonnés à leur offre numérique. Si on ajoute ces 100 000 abonnés aux 100 000 qui utilisent le numérique avec l'abonnement papier, on est sur des chiffres qui ne sont pas ridicules compte tenu du nombre de pages vues par abonnement, mais qui reste très en deçà des 22 millions de visiteurs qu'ils avaient auparavant. En ce qui concerne le livre, ce sera abordé avec l'étude de nos amis de chez Bain. Ils sont d'ailleurs beaucoup plus confiants pour le secteur du livre qu'ils ne le sont pour le secteur de la presse. Je voudrais juste souligner sur le livre la performance du livre scientifique et éducatif, où ça progresse très vite et où là, les grands éditeurs en sont à s'assurer que les systèmes suivent. Mais notre étude montre qu'il existe des freins au paiement, des freins d'ailleurs qui sont plus culturels que strictement liés au niveau de vie. Nous avons fait un graphique du taux de pénétration moyen des activités gratuites en ligne. Alors ce qu'on appelle activité gratuite en ligne, c'est ce qui est au-delà du mail et de la recherche contextuelle, c'est-à-dire que c'est les news, les vidéos, les jeux en ligne, les réseaux et les blogs. Et on voit que les 3 pays qui ont des taux de pénétration supérieurs à 60% pour les activités gratuites en ligne sont d'abord la Corée avec 70%, puis la Chine et l'Inde avec 60%. On s'aperçoit que ces pays, on ne les retrouve pas en ce qui concerne l'analyse du taux de pénétration moyen du commerce et des activités bancaires en ligne, qui est la façon dont on a eu de mesurer la facilité avec laquelle on met les moyens de paiement à disposition. Et là, on retrouve en tête les pays du G5 avec le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne et la France. Et puis, plus loin, beaucoup plus loin, la Chine et l'Inde. Il y a là un peu à méditer. Notre étude, j'espère que vous regarderez, fait ressortir 5 facteurs clés de succès, 5 enjeux. Le premier enjeu, pour nous, c'est de recréer du lien avec le public. Les innovations technologiques ont modifié la façon dont les consommateurs accèdent, consomment le contenu, générant une fragmentation des audiences et une chute des revenus pour l'industrie des médias. Les groupes de médias doivent reconstruire, défragmenter les relations clients en créant de nouveaux liens avec les consommateurs, notamment via les médias sociaux. En 2009, 63% des internautes ont créé un profil sur un réseau social. Deuxième facteur, trouver de nouvelles façons de monétiser le contenu en ligne. Certaines industries, on l'a vu, ont laissé le génie sortir de sa boîte en offrant gratuitement leur contenu numérique. D'autres ont adopté un business model gratuit en réaction au piratage ou au phénomène du user-generated content. La multiplication des offres a permis de découvrir de nouvelles formes de revenus. L'industrie des jeux vidéo en ligne, par exemple, a mis en place des business models hybrides qui combinent publicité, abonnement et micro-paiement. Troisièmement, aligner les prix avec la valeur perçue par le consommateur.
Un grand nombre de combinaisons de prix est désormais possible, du premium au micro-paiement. Les journaux sont en train de mettre en place des business models multiniveaux progressifs. Ils mettent en place aussi différents types de barrières payantes. Il faut tout utiliser. Quatrièmement, il faut restaurer la propension à payer. Le micro-paiement émerge comme une stratégie de monétisation pertinente dans une industrie qui pousse à l'éclatement du contenu afin de maximiser la consommation additionnelle et minimiser la cannibalisation des revenus existants. Alors, je ne sais pas s'il va devenir fashionable de payer, mais en tout cas, j'espère qu'il sera plus ringard de payer. Il ne sera plus ringard. Payer ne sera plus ringard. Bon, en tout cas, il va devenir fashionable de payer. Qui paye. Cinquièmement, et il ne faut pas oublier ce point, il faut développer les technologies liées au micro-paiement, développer la technologie des infrastructures de support nécessaires pour faire fonctionner les micro-paiements et les stratégies de monétisation dans un environnement où la demande des consommateurs est en perpétuelle évolution. Face à ces 5 enjeux, nous faisons 3 propositions pour faire fonctionner le micro-paiement dans les médias et la culture. Il s'agit, avec des offres innovantes, de recomposer le contenu pour qu'il soit aussi perçu comme un service. Le contenu média ne sera plus un produit figé, mais sera conçu comme un service interactif qui aidera les consommateurs à trouver, organiser et partager leurs contenus favoris. Deuxième proposition, reprendre une meilleure position dans la chaîne de valeur. S'il est utilisé de façon pertinente, le direct-to-consumer, D2C, permettra aux entreprises de reprendre en main la politique de prix. Troisième proposition, adapter les systèmes internes pour permettre le micro-paiement. Adapter les systèmes d'information, de gestion, de protection et de paiement. Voyons rapidement ces 3 propositions. Offre innovante, le contenu comme un service. Quand on n'est plus prêt à payer pour du contenu, parfois on est prêt à payer pour un service. Et j'imagine que M. Ostrovsky, qui en faisant grandir Arvato au sein de son groupe, l'a compris avant et est un fervent supporter du Media as a Service, le MAS. Pour adapter les offres aux évolutions de la demande, il faut d'une consommation de masse passer à une consommation individualisée sur de multiples terminaux et plateformes. Il faut d'une consommation passive passer à une consommation active des médias. Les consommateurs veulent personnaliser et partager leurs expériences. Ils doivent se retrouver au centre de l'écosystème numérique. Et il y a plein d'exemples à suivre. Par exemple, les jeux sociaux en ligne. Et M. Jean-Bernard Lévy sera beaucoup mieux placé que moi pour en parler. En d'autres termes, il s'agit de créer de la valeur différenciée. Si l'on se contente d'éclater le contenu et de le proposer en l'état, il y a un risque fort que le scénario de la musique se reproduise. En ce qui concerne la reprise d'une meilleure position dans la chaîne de valeur, il faut reprendre le contrôle sur les prix et sur les marges. Le modèle direct-to-consumer va permettre aux entreprises de regagner une meilleure position dans la chaîne de valeur des médias, avec un contrôle sur les prix plus grand, et en retour, renouer avec une augmentation des revenus et des marges. Il faut développer de nouvelles capacités organisationnelles et où s'appuyer sur ceux qui, comme Publicis, les développent. Des expertises en matière de politique de prix, avec des outils d'analyse adaptés aux nouveaux modèles. Développer les outils de recherche pour comprendre les modèles de consommation en ligne. Repenser la stratégie marketing. Suivre le consommateur là où il est. Développer une culture de coopération entre les acteurs médias ou non de la chaîne de valeur pour répondre aux besoins de flexibilité, d'interopérabilité et de personnalisation des consommateurs. Et enfin, il faut introduire une politique de prix prenant en compte les microtransactions. L'exemple de consortiums dont on a parlé ce matin, ou d'autres consortiums comme Next Issues Media, qui regroupe Time, Hearst, News Corp, Condé Nast, Meredith, ou des consortiums comme Hulu, sont des initiatives qui permettraient à l'industrie de reprendre la main. Troisième et dernière proposition, adapter les systèmes d'information, de gestion et de paiement pour faire fonctionner le micro-paiement. Il faut réduire les coûts de transaction.
Alors cette réduction, elle passe par l'augmentation du volume, par l'accumulation d'un certain nombre de microtransactions jusqu'à atteindre un niveau convenable. C'est ce que font les autoroutes. Il faut construire une chaîne d'approvisionnement digital qui permettra au contenu d'être facilement stocké, recherché et exploité. Il faut acquérir les compétences en matière de gestion des droits sur une multitude de plateformes et de terminaux numériques. Il faut protéger le contenu et les données privées. Et il faut probablement adapter le niveau de sécurité à l'enjeu financier des transactions. L'extrême sécurité ne doit pas être une barrière au paiement et à la simplicité. Peut-être que, comme pour le téléphone, il faut accepter que parfois la communication ne passe pas. Il faut accepter quelques ratés. Pour conclure, vous le voyez, nous sommes assez optimistes et avons l'impression qu'on rentre dans une zone de croissance et d'inventivité. Après que les médias aient servi à vendre de la technologie et des réseaux, l'heure où la technologie et les télécoms vont donner un nouveau souffle aux médias est peut-être bien arrivée. Merci.